Bonjour à toutes et à tous. Stéphane Valmin, BIM Technical Spécialiste Autodesk France. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réalisation de plans de coffrage et de ferraillage avec Revit. Donc, pourquoi passer au BIM? Qu'est-ce que le BIM ou qu'est-ce que la maquette numérique? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt qu'est-ce que c'est, mais plutôt comment on y va et à quel délai. Donc, je vais juste vous dire que le principe du BIM, en fait, c'est une meilleure collaboration entre les différents corps d'État pour trouver des solutions, détecter les problèmes et pouvoir changer ces problèmes alors qu'en fait, rien n'est réellement construit, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des latitudes pour faire ces éléments. Que ce soit pour l'architecte, pour les différents bureaux d'études techniques, pour les entreprises de construction, et enfin, vous pouvez livrer au propriétaire une maquette telle que construite qui va vous servir aussi ensuite dans toute la phase de vie de l'ouvrage pour la gestion du bâtiment. Donc, si on revient un petit peu sur notre thématique, on va voir comment créer une maquette numérique structure. Qu'est-ce que sont les plans de coffrage sous Revit? Pourquoi il existe-t-il des axes analytiques dans Revit Structure et dans Revit? Comment est-ce qu'on fait des plans de feuillage? Et enfin, je m'appuie sur un exemple de client ESL pour illustrer ces exemples. La maquette structure. Donc, pour créer en fait cette maquette, il existe différentes options. Naturellement, vous pouvez récupérer en fait la maquette de l'architecte. Donc c'est bien sûr la maquette qui est centrale par le rôle donné à l'architecte qui va concevoir l'ensemble du bâtiment et retranscrire en fait dans son programme les besoins du client. Vous allez pouvoir récupérer donc soit en ouvrant son fichier, mais c'est pas très judicieux puisque alors vous aurez son gabarit, plutôt via Copy Monitor. Donc c'est vrai pour la partie structure, ça sera vrai également pour la partie MEP où vous allez pouvoir récupérer ses luminaires, etc. pour euh, faire vos calculs et vos besoins en chauffage et en refroidissement. Vous pouvez également lier les IFC. Enfin, vous pouvez remonter une maquette via un DXF ou DWG. Et naturellement, vous pouvez faire un mix de l'ensemble. Si vous n'êtes pas forcément sûr de l'IFC, vous pouvez lier l'IFC, lier les WG par niveau, les coupes, puis en fait recréer une partie de la maquette qui vous convient en fonction de votre œil structure. Enfin, dernier point, quelque chose qui est intéressant pour tracer en fait l'ensemble des modifications, c'est la- l'extension comparaison de modèles qui est disponible sur les Revit extensions, qui permet de tracer l'ensemble des modifications entre un fichier N et sa version enregistrée N+1. Ça va comparer vraiment l'ensemble exhaustif de toutes les catégories. Donc une catégorie sur Revit, c'est les murs, les poteaux, les dalles, les sols, le mobilier, enfin tout ce qui est gaine CVC, fenêtre, enfin l'ensemble des éléments. Ça va vous dire si c'était modifié, dupliqué, renommé, etc. Donc ça c'est assez intéressant hein, pour éviter de jouer au jeu des 5 erreurs. Donc Revit est certifié par Building Smart en import et en export aux IFC 2X3. Quand vous pouvez retrouver ça sur le Building Smart. Ce qui est intéressant quand vous avez à travailler à plusieurs. Donc ici maintenant on va regarder comment créer la maquette à partir du copy monitoring ou copier contrôler. Donc là vous avez le fichier de l'architecte, d'accord, qu'on voit dans le logiciel de l'architecte, avec cette représentation en vue vers le bas, en fait ces coupes où on voit essentiellement la fonctionnalité des pièces. Donc vous en tant que bureau d'études structure, vous allez recevoir cette maquette et donc vous pouvez l'ouvrir, mais en réalité vous allez commencer avec votre gabarit de structure et vous allez venir lier en fait cet élément. Une fois que vous l'avez lié, en fait, vous allez venir recopier à l'identique des éléments. Donc les niveaux, les quadrillages, les poteaux, les murs et les sols. Donc par exemple ici les quadrillages, je vais mettre un préfixe S pour structure pour après euh, différencier mes quadrillages de ceux de l'architecte. Voilà, donc dans un premier temps, on va tout recopier à l'identique, d'accord, pour vraiment avoir la même maquette. Naturellement après, ce qu'on pourra faire, donc on va recopier aussi les luminaires si on a besoin des luminaires, ou tout ce qui est MEP, si ça a déjà été décidé.
Donc je vais recopier mes axes, mes niveaux. Donc pourquoi recopier à l'identique? Parce que dans un premier temps, on va voir exactement la même chose et ensuite on va pouvoir rechoisir l'invariant. C'est-à-dire que bon, très bien mon mur il passe de 16 en 25, mais il faut dire que mon invariant c'est le nu fini du mur, le nu fini du porteur, l'intérieur du porteur, etc. C'est pour ça que dans un premier temps on recopie tout le temps à l'identique. Voilà. Et donc là j'ai fait mon copie monitoré. On retrouve ici l'ensemble des éléments et le modèle de calcul issu des lignes moyennes. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais enregistrer et je vais donner en fait ce projet à l'architecte pour que lui-même se copie monitor en retour. Voilà. Donc l'architecte vient ici et vient se lier en fait au bureau, au modèle du bureau d'études structure. Donc lui en fait vu que ce modèle a été créé à partir du sien, il faut qu'il vienne sur copie contrôlée, qu'il sélectionne uniquement le lien et qu'il clique sur terminer. Ainsi les deux maquettes sont liées. Donc si par exemple l'architecte modifie un axe de son projet, donc il vient et il déplace un axe de son projet, donc d'un mètre, là, il enregistre, donc c'est l'axe H, il renvoie son fichier ainsi modifié au bureau d'études structure, le bureau d'études structure va écraser l'autre fichier, lier ce nouveau fichier à sa maquette, et en fait quand il va ouvrir, il sera notifié en fait d'un besoin en fait de coordination. Et vous voyez, vous avez un rapport qui évite de jouer au jeu des 5 erreurs. Et là, vous allez accepter la différence ou vous mettre conforme au fichier de l'architecte, par exemple, comme j'ai choisi dans ce cas. Et on voit que mon axe H et SH sont ensemble. Idem si l'ingénieur structure modifie aussi à son tour un axe ou quelque chose d'autre de copie monitorée, eh bien, ça sera repris à son tour. Donc là, on voit l'axe F et l'axe structure F qui sont plus alignés. On envoie ça à l'architecte qui fait une relecture. Là, il fait recharger. On voit les deux axes ainsi modifiés. Et donc là, on vient ici dans région de la coordination, on sélectionne le lien, et on voit ici que un quadrillage a été fait, donc je propose de se remettre conforme au quadrillage du bureau d'études structure. Donc c'est ça l'avantage d'avoir deux maquettes où chacun est propriétaire de sa maquette mais qui se synchronisent dans le temps. Donc maintenant on va voir comment faire des plans de coffrage. Donc bon, on crée des éléments. Alors après on aurait pu aussi monter de zéro à partir d'accroche objet ou DXF ou DWG, hein. Et après on va coter ces éléments. Donc vous voyez, alors on peut coter individuellement comme ça, ou alors on peut coter naturellement des murs entiers. Le principe en fait des codes Solid, c'est qu'en fait vous avez coté des faces d'objets, ce qui fait que si ces objets bougent eux-mêmes en fait, alors bouge ça veut une ouverture qui change de taille, qui change de hauteur, en fait ces codes se remettront à jour parce qu'il sait qu'il doit coter tel ou tel arase. Voilà. De même aussi, ce qui va se passer, c'est que si vous cherchez à forcer une cote, on va dire, en fait vous allez naturellement modifier ces cotes, mais en fait, ça sera l'objet sélectionné qui sera déplacé en réalité. Donc en fait, ce que ça veut dire réellement, c'est qu'on ne peut pas forcer une cote sur Revit. Et si l'objet est surcontraint, c'est-à-dire que tout est bloqué, il va vous dire qu'il ne peut pas. Donc par exemple, je pose une trémie, j'ai des codes provisoires, et avec ces codes provisoires, je peux naturellement positionner. Mais on pourrait faire la même chose avec les codes définitives. Si les codes provisoires ne me vont pas, je peux aussi les modifier pour faciliter mon travail. Et ensuite, mettre les codes définitives, comme on peut le voir. Donc tout ce travail, hein, c'est quand même la base pour avoir des plans qui vont servir aussi à construire. Et par contre, on voit qu'on a un travail continu en fait. On travaille toujours sur la maquette 3D. Que ce soit une vue en plan ou autre, vous voyez, quand je vais mettre des cotes, des annotations en fait, c'est-à-dire du texte, c'est du texte paramétrique qui vient lire les propriétés de mon objet ici, mes fenêtres, d'accord, qui vient reprendre ma hauteur
et ma largeur et mon allège basse de ces fenêtres en fait. Naturellement, si je bouge un des éléments, tout est tout le temps à jour. Idem, quand je vais mettre mes annotations de poteaux, en fait, on va retrouver ici mes différentes annotations de poteaux. Tout comme les symboles de dalle qui viennent lire automatiquement l'épaisseur de la dalle. Et je viens positionner en fait la race sup de ma dalle comme classiquement. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire une coupe. Et là, on va pouvoir habiller sa coupe comme on le souhaite en fait, avec des cotes, des arras sup, des arras inf. Naturellement, on va pouvoir caler le fichier en NGF, en Lambert ou autre, pour avoir à la fois des cotes locales et des cotes NGF. Pour avoir par exemple le fini, on va dire de la première dalle classiquement en 0,0 et retrouver sa valeur NGF, ce qui facilite quand même les éléments. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est que là, on peut se permettre de faire des coupes générales sur ouvrage qui seront maintenues à jour. Pourquoi? Parce que par nature, c'est à jour. Et vous voyez, cette coupe, je peux aussi la regarder en 3D, demander en 3D ma coupe 3, en fait, puisque tout n'est qu'une représentation de la maquette numérique. Donc si par exemple je monte maintenant ma plage de vue, donc je vais aller au-dessus de dalle pour voir mes impacts, on voit en fait automatiquement mes impacts de mur par l'intermédiaire de filtres où en fait je choisis un pochage béton pour mes impacts. Si maintenant je m'intéresse à mon relevé de matériaux, je peux demander un relevé de matériaux. Ici bien sûr mes volumes, mes, euh, mes familles, mes types, et je peux regrouper ces différents éléments par famille, puis avec un total global et un calcul des totaux pour l'ensemble de mes éléments. Ce qui fait que directement j'ai l'ensemble mes traits en fait, dans mon cubage de béton pour ce bâtiment. Et si vous voyez, je vois par exemple une dalle de 25, si je clique dans ce tableau, en fait, ça va la mettre en surveillance directement dans la vue en adéquation. Si c'était pas la bonne vue, ça m'aurait permis de choisir une autre vue. Voilà. On peut aussi afficher un tableau plus synthétique avec l'ensemble des mètres cubes, ce qui est pratique. La mise en plan, en fait, c'est que vous allez sélectionner des papiers et puis dessus, vous allez faire du glisser-déposer en fait dans l'espace. Voilà, directement. Vous faites un glisser-déposer des éléments dans l'espace. Voilà. Idem pour les mettre. Ensuite, on peut mettre en forme. Notez que quand on met des cotes, on dit qu'on les met dans l'espace à 2,5 mm. En fait, c'est tout le temps 2,5 mm, que ce soit au 50e ou au centième. Parce que vous avez noté qu'on choisit directement en fait la taille dans l'espace. Les axes analytiques. Donc, quand vous dessinez des éléments dans Revit, vous dessinez deux choses. À la fois l'axe de coffrage, mais également l'axe de calcul. Axe de calcul qui va pouvoir être envoyé vers robot pour calculer les besoins en ferraillage. Donc, différents workflows. Vous pouvez aller de Revit à l'environnement général, puis au module d'exécution béton. De Revit directement au module d'exécution béton, mais là, il faudra bien sûr mettre les charges. Vous pouvez aller de Revit à robot, puis calculer ferrage théorique. Et enfin, vous pouvez aussi directement arber avec des formes libres des ferrages plus complexes, ou par exemple de GC ou de TP. Enfin, pour tout ce qui est ferrage des éléments surfaciques, par exemple les dalles, vous allez pouvoir réimporter les cartographies théoriques et positionner vos trilles soudées sous Revit. Donc le workflow ici, j'envoie toute ma maquette, d'accord? J'envoie ensuite chaque élément ou l'ensemble des éléments vers les modules d'exécution. Puis je réimporte ces éléments en fait à Revit. Je peux aussi envoyer directement les modules d'exécution, mettre les charges, calculer mes aciers, et enfin, je peux réimporter mon ferrage 3D. Donc, comment ça se passe? Donc là, je vais envoyer l'ensemble de ma maquette. Voilà. Donc ici, j'ai le message si il a des choses qu'il ne comprenait pas. Je vais calculer. Donc si cette partie vous intéresse plus, j'ai une autre présentation disponible sur ma chaîne YouTube
qui présente vraiment en fait comment régler le monolithique. Quand on arrive dans Robot, on est uniquement à cliquer sur le bouton Calculer maille. Voilà. Je vous laisserai regarder. Donc ici, on retrouve les résultats en fait de mes moments de flexion sur barre. J'exporte ça vers le ferrage réel des, des poutres. Et ici, je viens, alors je pourrais modifier légèrement ma poutre, hein, si c'est une poutre en T ou autre. Je viens calculer ici euh, mes sections d'acier au sens des Eurocode 2 avec l'annexe nationale française et les flèches avec les recommandations de la FFB, donc les flèches dites nuisibles. Ça me fait le plan, donc je peux très bien aussi imprimer tout de suite ce plan en PDF ou l'exporter en DXF ou DWG si je souhaite. Et je peux aussi réimporter mon ferrage 3D dans Revit. Voilà. On le voit directement là. Et ensuite, je peux faire une coupe. Voilà. Et naturellement, je vais pouvoir annoter ces éléments, mettre des étiquettes, à la fois sur mes cadres, mais également sur mes aciers hauts, mes aciers bas. Voilà. Et idem, sur la coupe, je vais pouvoir annoter à la fois mes cadres, mes aciers hauts, mes aciers bas, suivant l'endroit où je fais ma coupe en fait. Ensuite, je peux regarder naturellement en 3D, faire des fils graphiques en fonction des diamètres ou des numéros de nœuds. Naturellement, si je change ma poutre, en fait, mon ferrage se met à jour. Donc c'est vraiment utile aussi dans des petits changements de 5-6 cm qui bon, modifient l'ensemble du ferrage sans forcément avoir une modification du calcul. Sinon, bien sûr, je peux réimporter tout mon calcul. Et ensuite, j'ai ma liste de fer sous Revit avec mes différents éléments. Et je peux ajouter, bien sûr, aussi des vues 3D qui facilitent la compréhension aussi sur chantier. Autre workflow, c'est que là, on va exporter vers les sections théoriques d'acier et réimporter ces sections théoriques par le gestionnaire des résultats qu'il faut télécharger sur la VP Exchange. Et ensuite, vous allez armer soit à la main, soit avec les modules euh, livrés avec les Revit extensions. Donc, bon, le début est assez similaire en fait. Une fois que vous êtes là, vous voyez, on va définir en fait notre type de barre Eurocode, que ce soit pour les poutres ou les poteaux. Voilà, donc donner si on est en trax au nu des valeurs, dire si les poteaux on est en rejeté nominal ou en courbure nominale, et ensuite on retrouve en fait nos sections d'acier théoriques à mettre en œuvre sous robot et les sections des cadres. Voilà. Et donc une fois qu'on est ici, en fait, on peut mettre à jour les éléments avec les résultats et on va retrouver en fait nos sections d'acier théoriques en FIB Sup et Inf. Comme on peut le voir, donc je vais afficher uniquement mes poutres pour que ce soit plus clair. Les poteaux, voilà. On voit les besoins en section d'acier. Et donc je vais lancer par exemple ici l'extension poutre pour armer mes poutres, où en fait je choisis mes différents sens de travée, mes aciers hauts, mes barres principales, les barres additionnelles, numéro de travée et les différentes sections d'acier mises en place. On voit que si c'est supérieur à ce que a été calculé en robot, c'est vert naturellement. Si j'ai pas mis assez, ça aurait été rouge. Et donc après, je peux vous montrer en fait les barres d'armature qui ont été générées automatiquement par cette extension. Voilà. Et de même façon, après, je peux annoter ces éléments. Donc si maintenant on est plus sur du TP ou des choses vraiment plus complexes, on peut aussi armer des volumes et sketcher en fait des formes, dessiner des formes d'armature quelconques au besoin. Donc ici par exemple, juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on dessine une forme d'armature quelconque, on sélectionne le coffrage dans lequel on veut mettre. Donc ici j'ai sélectionné mon mur, parce qu'en fait c'est des attentes de la semelle dans mon mur, donc il faut que le mur ou le poteau soit présent, même si ma semelle déborde un peu. Et après en fait je peux rechanger en fait l'objet à qui appartient ce ferrage, puisque là dans l'occurrence c'est des attentes, plutôt de la semelle. Donc les sections sont comptées dans la semelle. Donc on voit le principe où j'ai demandé en fait deux attentes, d'ailleurs c'était à mon poteau.
Et après, vous voyez, j'ai fait un fil graphique par couleur pour avoir, en fonction du diamètre, une couleur différente. Donc naturellement, on va pouvoir mettre les vues en plan et aussi la liste de fer et une vue 3D sur le modèle. On voit ici en fait mes nomenclatures d'armature de ma semelle. Et on peut en fait créer des ensembles hein, pour que les numéros soient de 1 à 10, puis par exemple de 20 à 25 ou autre. Et si vous aimez comme moi la couleur rouille, vous pouvez aussi demander la couleur rouille pour vos armatures et on peut naturellement aussi, sur la même façon, demander à mettre des étiquettes pour un petit peu augmenter la compréhension, que ce soit en 2D ou en 3D d'ailleurs. Enfin sur une vue 2D ou une vue 3D puisque tout n'est qu'une représentation de la maquette. Donc là par exemple, je vais faire aussi un mix, vous voyez, donc là je peux aussi sélectionner des formes d'armature traditionnelles avec des codes formes. Et puis je vais le dire qu'il y en a ici des espacements de 30. Voilà, donc après je vais régler en fait dans ma coupe en fait le premier acier et le dernier acier. On voit naturellement que tous les aciers suivent. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, c'est un mur qui reprend un peu des poussées de terre. Donc je vais dessiner des aciers de forme quelconque. Donc je choisis mon coffrage de mur et je viens ici dessiner mes aciers. Voilà. Je viens valider. Et du coup, après, je vais dire j'ai un espacement maxi de 30. Et du coup, je vais venir mettre la répartition en adéquation pour pouvoir ligaturer en fait mes barres sur les cadres. Ce sera peut-être même une cache type pour plus de facilité. Et donc le mur, je vais l'armer avec des treillis soudés. Donc ici, je vais choisir en fait mes différents éléments. Voilà. Et ensuite, je vais choisir aussi de remettre mes treillis soudés verticaux, mon ST25C. Bon, de notre côté, un ST25C, on pourrait le mettre dans les deux sens. Voilà. Et ici, j'ai une représentation ensuite classique de mes treillis soudés. Donc si maintenant on passe aussi au ferrage de voile, de dalle, excusez-moi. Donc on va pouvoir importer un robot, calculer en fait les sections d'acier théorique, puis réimporter ce ferrage à Revit via le gestionnaire de résultats et l'explorateur de résultats. Et ainsi après on pourra positionner nos treillis soudés et vérifier qu'on a bien mis assez de treillis soudés en adéquation avec les calculs. Donc là j'exporte à un robot. Alors on pourrait exporter aussi que la dalle hein, si besoin fait sentir. C'est-à-dire que quand on réimporte les packages, c'est pas forcé que ça vienne du même modèle robot, c'est même pas forcé que ça vienne du même logiciel, hein. Vous pouvez avoir des packages qui viennent de robots, d'autres de SAP, d'autres de RAM, peu importe. Ici, je vais calculer en fait mes résultats, mes calculs de dalle au sens des Eurocode 2 avec l'annexe nationale française. Voilà. Et ensuite, j'ai mes sections d'acier théoriques dans la nappe sup, la nappe inf dans les deux directions. Voilà. On peut rajouter des points, se faire déjà une petite idée de quel trait soudé on va pouvoir choisir. Si vous êtes intéressé par le ferrage automatique des dalles de Pure Robot, je vous conseille en fait d'aller voir la chaîne YouTube de notre support qui a fait une très belle vidéo sur RoboDAL. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous revenez, vous enregistrez, vous revenez sous Revit et vous demandez une intégration avec les résultats. Donc là, ça va venir dans le gestionnaire et là, je vais demander mes aciers surfaciques de dalle en fait. Voilà. Donc mes aciers bas en X et ensuite je vais positionner en fait mes traits soudés. Donc je vais choisir ma dalle et je vais venir positionner ici mes aciers. Voilà. Et je vais mettre un ST30 direction principale. Voilà, donc on voit le positionnement de mes treillis. Et naturellement, une fois que je valide, ça va découper les treillis à la zone que j'ai choisie. Je ne vais pas afficher l'ensemble de mes barres de treillis, hein. Je vais demander une représentation plus conventionnelle de mes treillis. Voilà. Alors il y a différentes conventions. Vous voyez, moi j'ai pris le treillis type A, il y a ABC. Donc je vous laisserai voir celle qui correspond le plus à vos habitudes. Et naturellement, vu que tout est paramétrique, vous pouvez ouvrir la famille, la modifier
pour avoir des choses encore plus proches de vos standards. Et ensuite, je vais venir sectionner l'ensemble de mes treillis en fait pour mettre l'étiquette de ST10. Idem pour les aciers nappe haute. Ensuite, je fais ma commande de treillis soudés, enfin mon nomenclature de treillis soudés. L'avantage, vous avez à la fois les aciers mis en œuvre et les aciers commandés. Donc vous avez une bonne idée en fait des chutes euh, qui seront facturées aussi. Comme ça, vous pouvez mettre d'accord facilement sur les aciers consommés. Est-ce qu'on parlait des aciers commandés ou vraiment des aciers mis en œuvre hors chute? Ensuite, la mise en plan, bah, c'est classique, on fait un glisser-déposer. Et ici, vous pouvez, voyez, à la fois mettre vos notes d'hypothèse en haut et puis vos plans de treillis soudés juste en dessous. Voilà. Donc ici, classique, on retrouve des plans de ferrage de dalles. Donc on peut armer un petit peu des formes quelconques avec Revit en fait. Maintenant, je vais m'appuyer sur l'exemple de bureau d'études ESL, études structure logicielle, basé en Bretagne, qui est composé de 9 personnes, 2 ingés, 6 projeteurs et une secrétaire, qui fait majoritairement de l'exé et de l'avant-projet. Donc on va regarder un exemple de station d'épuration et un exemple de bâtiment en fait composé de 4 bâtiments à Brest. Donc si on commence par la station d'épuration, donc on va retrouver des vues classiques de type fondation. On voit les différents éléments. On va retrouver les vues plancher haut et les coupes avec naturellement, bon, vu qu'on est sur un outil maquette numérique 3D en fait, on voit naturellement que graphiquement on sent bien le circulaire par le pochage qui est fait par Revit. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, bon, outre les vues classiques que tout bureau d'études réalise actuellement, on va retrouver en fait les vues 3D avec les AI ici locales, on pourrait mettre aussi NGF pour les différentes phases de réalisation, qui est relativement facile à faire avec les filtres disposant dans Revit. D'accord. On va retrouver aussi tout ce qui est le ferrage ces éléments, avec ici des treillis soudés spécifiques commandés pour l'occasion de ce chantier, puisqu'on voit que c'est pas des ST10 ou autres. Et naturellement tout ce qui est détail de, de ferrage de jupe et autres. Ici le détail dans le champ des ferraillages, les renforts de réservation. Et donc naturellement, si je me mets sur une vue en plan en fait, hein, voilà. Ici, si je demande une nouvelle coupe, hein, je viens ici sur vue, coupe, voilà, tac, aller à la vue. On voit que naturellement ça fait la coupe de manière immédiate. Et on peut naturellement la mettre en moins. Et sur le même principe, en fait, on peut demander une coupe vis-à-vis de cette coupe. Ça doit être la dernière voilà, que j'ai faite. Voilà, on retrouve notre vue. Et en fait, on peut aussi ici choisir en fait de redécouper l'ouvrage pour une meilleure compréhension suivant les éléments. Voilà. Donc si maintenant on passe de bâtiment, donc on va retrouver en fait les plans classiques. Donc si ici par exemple on commence par le commencement, donc la vue du dallage, on va regarder ici les plans. Voilà donc les fondations. Alors naturellement on retrouve l'ensemble de la charte graphique du bureau d'études qui était retranscrit dans le gabarit pour avoir le rendu que vous voyez à l'écran, avec naturellement les annotations aussi disponibles en 3D pour ces différents éléments. Y compris le dallage, une vue plancher haut et R+1, voyez, avec les pentes qui ne sont pas des pentes type, mais les réelles pentes, les coupes sur ascenseur et une vue 3D qui améliore grandement la compréhension de l'ouvrage. Même si tous les corps d'état techniques savent lire ces plans, c'est toujours agréable d'avoir une 3D.
Donc là, naturellement, si je prends la vue 3D globale, en fait, chaque bâtiment est un fichier, vous voyez, donc là j'ai trois fichiers liés qu'on retrouve ici pour les trois autres, d'accord, qui sont en coordonnées partagées. Et donc si par exemple, bon, j'ai besoin d'une autre vue, hein, par exemple je vais venir sur ma vue en plan R+1, oui, tac. Si je fais une coupe ici comme ça, tac, allez à la vue en fait, vous voyez, on peut couper sur l'ensemble des bâtiments au besoin en fait. Ouais. Donc on va vraiment retrouver l'ensemble des éléments. Et donc là, vous voyez, c'est la coupe 38. Et si je me mets en 3D, je peux demander, sur le même principe, une vue selon la coupe 38. Voilà, donc tout n'est qu'une représentation de la maquette numérique. Voilà, j'espère que ces éléments vous ont donné satisfaction. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous suivre sur Autodesk France sur Facebook ou sur Twitter. Et suivez nos blogs, donc les blogs Village BIM et ABCD Blog qui traitent du BIM au sens large, ainsi que nos blogs Géospatial Made in France et Civil Made in France, pour bien sûr tout ce qui est géospatial et génie civil, au sens VRD, terrassement, profil long et projet routier. Merci.